À l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, un crash sans précédent. Je vous dirai tout ce que je sais. L'avion de ligne le plus rapide du monde s'est écrasé au décollage. Ils savent qu'ils vont mourir. Pas le temps! Quand ce crash s'est produit, ça a été un choc. Comment expliquer le premier crash du Concorde? Il perdait du carburant. L'enquête va mettre à jour 3 éléments déterminants. Un pneu éclaté, un réservoir perforé et une mystérieuse lamelle métallique. Ça ne ressemblait pas à une pièce aéronautique. Quelle est la clé du mystère? Nous n'avions pas le lien qui pouvait les réunir. Les éléments n'étaient pas clairs. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle compte parmi les plus fréquentés d'Europe. C'est aussi le seul sur le territoire français à accueillir un appareil au prestige inégalé, le Concorde. C'était un appareil absolument fantastique. On l'appelait le bel oiseau blanc, la fusée blanche. Fantastique. Le Concorde au décollage, c'était un vrai spectacle. Tout le monde venait le voir. C'était impressionnant. Il faisait beaucoup de bruit. C'était comme un meeting aérien. Le Concorde est une merveille de technologie. Le seul avion civil supersonique. Il peut voler à plus de 2 fois la vitesse du son, à une altitude effleurant la limite de l'espace. C'est un avion qui volait à plus de 55 000 pieds, presque 18 000 mètres. Là où le ciel est d'un bleu très profond. C'était vraiment un appareil exceptionnel. Les équipages du Concorde sont triés sur le volet. Air France 4590, vous voulez Whisky 10 ou la voie Roméo? Il nous faut toute la piste. Ok pour Roméo, Air France 4590. Aujourd'hui, c'est le commandant Christian Marty qui pilote le Concorde. C'est libre à droite? C'est libre. Jean Marco, le copilote, surveille les instruments. Inclinaison du nez. Avant de rouler jusqu'à la piste, l'équipage abaisse le long nez élancé. Sa forme aérodynamique, cruciale pour le vol supersonique, gêne en effet la visibilité au sol. Je vais accélérer avant de tester les freins. Christian Marty et Jean Marco, plus de 23 000 heures de vol à eux deux, appartiennent au club très fermé des pilotes de Concorde. Une élite dont Jean-Louis Chatelain faisait partie lui aussi. Les pilotes du monde entier rêvaient de s'installer aux commandes du Concorde. Mais c'est un appareil dont il n'existait que très peu d'exemplaires. Donc c'était réservé à des happy few. Fruit d'une collaboration historique entre la France et la Grande-Bretagne, le Concorde effectue son premier vol en 1969. Son aile delta caractéristique, l'aile gothique, permet de réduire la traînée à vitesse supersonique. À basse vitesse, en revanche, le concept a des inconvénients. Il est notamment plus difficile d'avoir la portance nécessaire au décollage. Avec l'aile delta, il y a beaucoup de traînée. Donc il faut compenser avec un niveau de poussée assez élevé. On a consommé combien? Gilles Jardineau, l'officier mécanicien navigant, surveille le carburant. Là, on a 800 kilos. Le Concorde est un appareil extrêmement gourmand. En roulant jusqu'à la piste, ces 4 moteurs ont déjà brûlé autant de carburant qu'une voiture moyenne en 6 mois. Voyager à bord du prestigieux supersonique est un luxe. De Paris à New York, un aller simple coûte plus de 9 000 $.
Ce n'était pas du tout hors de prix pour les passagers qu'on accueillait. Certains ne connaissaient même pas le prix du billet. Air France 4590, piste 26 droite. Autorisé décollage. 45-90 décolle, 26 droite. Gilles Logelin est le contrôleur aérien de service. J'étais dans la tour de contrôle sud, qui a une très bonne vue sur les deux pistes qu'on utilise. C'était une journée ordinaire. J'ai donné l'autorisation de décoller. Tout le monde est prêt? Oui. La vitesse de décollage du Concorde est de 198 nœuds, soit 40 de plus qu'un 747. Quatre vertes. Afin d'obtenir la poussée nécessaire pour cette vitesse très élevée, la post-combustion est enclenchée sur les 4 réacteurs. Quand on voit l'avion passer, on le sent et on l'entend, parce qu'il est bruyant et puissant. C'est vraiment fantastique, aussi bien pour le spectateur que pour le pilote. V1, Le copilote annonce que V1 est atteinte, la vitesse de décision. L'appareil va désormais trop vite pour pouvoir annuler le décollage. On ne peut plus s'arrêter. Il faut continuer et décoller, quoi qu'il arrive. attention. Tout à coup, l'appareil commence à virer vers la gauche. Stop! L'officier navigant presse le commandant d'annuler le décollage, mais il est déjà trop tard. Tandis que le commandant Marty fait décoller le supersonique, dans la tour de contrôle, Gilles Langelin réalise qu'une catastrophe se déroule devant ses yeux. C'était une situation totalement inattendue de voir des flammes s'échapper d'un appareil au décollage. Il n'y a pas de temps à perdre, donc j'ai immédiatement appuyé sur le bouton rouge, le bouton d'alarme. 45-90, vous avez des flammes derrière vous. Bien sûr. Un cône de flammes a surgi à l'arrière de l'appareil. Panne moteur 2. Procédure feu réacteur. Tandis que le commandant tente de garder le contrôle de l'appareil, l'officier navigant coupe le moteur en feu et actionne l'extincteur. Le badin. Le badin, c'est-à-dire l'anémomètre, affiche une vitesse dangereusement basse. Le badin, le badin. Il y a un problème. Un problème qui n'a pas été prévu à l'entraînement. Un problème auquel aucun pilote ne veut être confronté dans sa carrière. Gilles Logelin se hâte de dégager l'espace aérien autour du Concorde. Je voulais qu'ils aient toutes les options à leur disposition. Jean-Marco, le copilote, veut tenter de rejoindre l'aéroport du Bourget, non loin de Roissy. Le Bourget. Le Bourget. Mais les flammes qui dévorent l'appareil ne laissent aucune chance à l'équipage. D'incroyables images de la catastrophe sont filmées par des amateurs. Dans la cabine, c'est la panique parmi les passagers terrifiés. Pas le temps! La merveille supersonique perd de l'altitude. Non! Et s'écrase sur un hôtel proche de l'aéroport. Oh mon Dieu. J'ai vu un gros nuage de fumée, comme un champignon. Jusqu'au dernier moment, j'ai cru que la catastrophe allait être évitée. Je me souviens que je me suis assis sur la moquette et que je me suis mis à pleurer. Il n'y a aucun survivant parmi les 109 passagers et membres d'équipage. On déplore également 4 victimes au sol. Je ne peux rien dire de plus. On était sous le choc.
C'est tout. Cet appareil occupait une place tellement à part dans l'histoire de l'aviation que, quand ce crash s'est produit, ça a été un choc dans le monde entier. Jusque-là, le bilan de sécurité du Concorde était excellent. En 31 ans de vol supersonique, pas un seul accident mortel. Cet avion étant tout simplement formidable et ça a été un choc pour tout le monde. Chargé de mener l'enquête, Alain Bouillard doit faire face à un défi sans précédent. Comment expliquer qu'un joyau de technologie qui semblait à l'abri des accidents ait pu connaître une telle catastrophe? À Gonesse, à côté de Roissy, l'hôtel Hotellissimo a disparu dans les flammes. Les enquêteurs veulent chercher des indices parmi les débris, mais les pompiers doivent d'abord éteindre le brasier. Et la difficulté était la chaleur intense qui régnait à proximité et sur le site et qui empêchait d'une part l'intervention des services de secours pour récupérer les enregistreurs de vol. Face à la pression médiatique internationale, Alain Bouillard et son équipe se mettent immédiatement au travail, en commençant par interroger tous les témoins. Je vous dirai tout ce que je sais. Gilles Logelin, le contrôleur aérien, était idéalement placé. Après un accident, on se souvient de chaque seconde du déroulement des événements. J'ai vu les flammes juste avant le décollage. Selon Gilles Logelin, d'énormes flammes sont apparues sur le côté gauche de l'appareil juste avant le décollage. D'autres témoins disent avoir entendu une explosion lorsque le Concorde accélérait sur la piste. Moins de 90 secondes plus tard, c'était la catastrophe. Seule certitude pour Alain Bouillard, l'incendie s'est déclenché avant que le Concorde ne quitte la piste. Nous nous sommes intéressés à la piste parce que l'événement s'est produit lors de l'accélération pour le décollage. L'enquêteur en chef envoie immédiatement des membres de son équipe examiner la piste. Il perdait du carburant. Des traces de suie montrent que le carburant de l'appareil s'est enflammé. D'autres indices déterminants sont découverts sur la piste. Quelques débris éparpillés tombés du Concorde au début de l'accident. Tout d'abord, il était évident qu'il y avait des traces de suie, donc des traces de feu qui étaient toujours visibles sur la piste, ainsi que des traces de carburant et des pièces diverses qui étaient restées sur la piste. Donc il a fallu collecter toutes ces pièces pour les conserver pour l'enquête. Pendant ce temps, dans un hangar non loin de l'aéroport, d'autres enquêteurs trient les débris ramassés sur le site du crash. Les deux boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées au milieu des décombres calcinés. Il est encore trop tôt cependant pour savoir si leurs données seront exploitables. Il y avait énormément de fuel à bord de l'avion et donc les enregistreurs, dont le CVR, ont été exposés aux flammes, ce qui est considéré comme la pire condition pour un enregistreur de vol. Les boîtes noires du Concorde sont conçues pour résister à 30 minutes de chaleur intense seulement. Les enquêteurs les envoient en urgence au laboratoire en espérant obtenir tout de même un résultat. Des bouts de pneus. Parmi les intrigants débris retrouvés sur la piste, se trouve une lamelle métallique tordue que personne ne peut identifier. Est-ce qu'on sait ce que c'est? D'abord, c'était un avion extrêmement compliqué. Puis un avion détruit par le feu, où il restait très peu de morceaux. Je sais que ça, c'est un fragment de réservoir. Les premières pièces qui ont été trouvées sur le site étaient une pièce qui a rapidement été identifiée comme faisant partie d'un des réservoirs. Le Concorde compte pas moins de 13 réservoirs de carburant, un dans la queue et 12 autres qui occupent la quasi-totalité de la voilure.
La présence d'un fragment de réservoir sur la piste est un indice important. B1. Cela signifie en effet qu'au moins un des 13 réservoirs a été perforé au moment du décollage. Alain Bouillard étudie une vidéo de l'accident filmée par un chauffeur de camion. Il devait y avoir une fuite énorme. C'est la seule explication pour un tel incendie. La taille des flammes confirme que l'incendie a dû être causé par une importante fuite de carburant. L'ampleur de cette fuite conduit, avec le mélange de l'air ambiant, à un mélange extrêmement volatile et extrêmement inflammable. La cause de la fuite de carburant reste cependant inconnue. Heureusement, les techniciens ont pu récupérer les données de l'enregistreur de conversation du poste de pilotage. Bien, commençons. Alain Bouillard espère que le dialogue des pilotes permettra de clarifier les indices collectés. Tout le monde est prêt? Oui. Tout paraît normal lorsque l'équipage se prépare. 4 vertes. B1. Mais juste avant le décollage, un bruit puissant retentit. Attention! On aurait dit une explosion. Encore une fois, s'il vous plaît. Attention! Stop! 45-90, vous avez des flammes derrière vous. Bien reçu. Van moteur 2. L'enregistreur de conversation de cockpit nous a permis très tôt de valider que l'équipage n'avait eu le problème que par la tour de contrôle, c'est-à-dire qu'il y avait un feu à l'arrière de l'appareil. Si l'enquêteur en chef sait désormais à quel moment l'incendie a éclaté, il en ignore toujours la cause. Je voudrais voir les débris ramassés sur la piste. Le Concorde comportant des pièces américaines, le NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, envoie Bob McIntosh participer à l'enquête. Il est exceptionnel qu'un représentant américain vienne enquêter sur l'accident d'un appareil français sur le territoire français. Mais le Concorde avait des pneus conçus et fabriqués aux États-Unis. Parmi les débris collectés sur la piste se trouvent de gros morceaux de pneus, dont certains pèsent plus de 4 kilos. Ça a dû éclater. Pour supporter le poids de l'appareil et résister à la chaleur dégagée au décollage, les pneus sont renforcés par une bande de caoutchouc très solide et remplie d'azote sous pression. De manière générale, les pneus d'avion sont très différents de ceux utilisés pour les voitures. Ils doivent supporter un poids énorme. Leur résistance est extrêmement élevée. L'éclatement d'un pneu de Concorde est comparable à l'explosion d'une petite bombe. Peut-être qu'un morceau de pneu a été projeté et a perforé le réservoir, ici, au niveau de l'aile. Attention! La force de l'explosion fait que ce n'est pas juste un simple éclatement de pneus. Il y a beaucoup d'éléments structurels et une bande de caoutchouc autour du pneu qui sont probablement projetés aux alentours, ce qui peut potentiellement causer des dégâts, bien sûr. Les enquêteurs découvrent alors des antécédents. À 6 reprises, un pneu de Concorde a éclaté en endommageant un réservoir. On a trouvé plusieurs événements avec des crevaisons de pneumatiques et des destructions de pneumatiques, voire dans certains cas de jantes. L'incident le plus sérieux s'est produit en 1979, lorsqu'un réservoir de carburant gravement endommagé par l'éclatement d'un pneu a forcé les pilotes à faire demi-tour juste après le décollage. Afin de remédier au problème, les autorités ont imposé un remplacement beaucoup plus fréquent des pneus du Concorde. Dès lors, comment expliquer l'éclatement d'un pneu relativement neuf au décollage? Les enquêteurs examinent à nouveau les débris métalliques retrouvés sur la piste. Peut-être que le pneu a été entaillé par quelque chose. Peut-être par ça. La forme de la pièce qui a été retrouvée, donc de la bande métallique, correspondait vraiment à la forme de la découpe sur le pneumatique.
Les 2 ou 3 premiers jours, beaucoup de théories circulaient sur les causes et les effets de l'éclatement du pneu, de la présence de la bande métallique et de la fuite de carburant sur le côté gauche de l'appareil. Je veux savoir d'où vient cette pièce. Et je veux savoir le poids du Concorde au décollage, pour essayer quelque chose. Tout de suite, la suite. Votre soirée sur National Geographic Channel et Nat Geo Wild. À 20h40 sur National Geographic Channel, une nouvelle saison de fou rire. Science of Stupid est de retour avec les plus belles gamelles du net, et ça va faire mal. Et à 20h35 sur Nat Geo Wild, elle est fidèle au poste. Le docteur Michel Oakley soigne vaches, moutons, ânes ou caribous dans Michel ou la vie sauvage. Bonne soirée sur National Geographic Channel et Nat Geo Wild. Des projets ambitieux qui changeraient le cours de l'histoire. Des inventions mortelles pour gagner la guerre par la force. C'était le rêve de suprématie d'Hitler. National Geographic Channel revient sur les constructions du régime nazi, des blockhaus aux bases secrètes. Les plans extravagants du Führer révélés dans Nazi Mégastructure, saison inédite, tous les samedis à 20h40 sur National Geographic Channel. Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. Le crash du Concorde a laissé une scène de désolation. À travers le monde, les spécialistes, comme le grand public, restent stupéfaits de l'accident. Les Concorde d'Air France sont interdits de vol par les autorités françaises et les Britanniques suivent l'exemple peu de temps après. À Londres, les Concorde de British Airways sont restés cloués au sol. La reprise des vols dépendra entièrement des résultats de l'enquête. C'était un coup dur, en particulier pour l'opérateur britannique British Airways, alors qu'Air France s'y attendait, selon moi. L'avenir du Concorde, le joyau de l'industrie franco-britannique, est entièrement entre les mains d'Alain Bouillard et son équipe. Il y avait une pression médiatique qui était là, puisque c'était un avion qui était très très connu. Le seul avion supersonique et donc le premier accident mortel de Concorde. Soumis à une forte pression, les enquêteurs se concentrent sur la mystérieuse lamelle métallique retrouvée sur la piste. Selon moi, cette lamelle ne ressemblait pas à une pièce aéronautique. Et elle était tordue d'une façon très étrange. Donc nous pensions que c'était peut-être une pièce tombée d'une balayeuse de piste, ou d'un engin de construction, ou même d'un chariot porte-bagages qui était remorqué sur les pistes de l'aéroport. Les analyses en laboratoire révèlent cependant que le mystérieux débris est en titane, un métal souvent utilisé dans l'aéronautique pour sa légèreté. Et qui comportait de nombreux rivets à sa surface. Et c'est ce qui nous a laissé penser que c'était une pièce à usage aéronautique. La substance rougeâtre recouvrant un côté semble également indiquer que la pièce est probablement tombée d'un avion. L'analyse chimique révèle en effet qu'il s'agit d'un adhésif, souvent utilisé par les mécaniciens aéronautiques. Pour faire le lien entre les débris retrouvés sur la piste et les dégâts observés au moment du décollage, il a fallu beaucoup d'analyses en laboratoire. Un débris sur la piste aurait donc provoqué l'accident, mais les détails restent obscurs. La suivante? Les enquêteurs ont besoin de savoir de quel avion la pièce provenait et comment elle a pu se détacher. Suivante. Il y avait beaucoup de pression au sein du BEA. Suivante. Suivante. Suivante.
Il fallait découvrir la provenance de cette pièce. Ça ne vient pas du Concorde. Il faut chercher ailleurs. J'étais sur place depuis plus de 2 semaines et nous ne savions toujours pas d'où venait cette pièce. Si des investigations méticuleuses ont permis d'éliminer la piste du Concorde, des dizaines d'autres appareils doivent être pris en considération. Il faut donc restreindre les recherches. Il me faut la liste de tous les avions qui ont utilisé la piste avant le Concorde. Un aéroport international comme Roissy-Charles de Gaulle accueille quotidiennement des centaines d'appareils. Les avions perdent des petites pièces, des pièces métalliques, que ce soit l'objet de réparation ou tout simplement des trappes de visite qui sont mal fermées et qui se séparent de l'avion. Donc c'est assez fréquent de trouver des pièces métalliques sur les pistes. Néanmoins, les pistes sont inspectées plusieurs fois par jour et tous les débris ramassés. Elle n'était pas sur la piste le matin. Ce qui nous laisse les avions ayant décollé après 13 heures. Nous avons recherché par élimination. Nous avons regardé, nous avons su très tôt que c'était une navette qui n'appartenait pas à Concorde, qui n'appartenait pas à des véhicules terrestres. Et nous avons regardé les avions qui avaient décollé avant le Concorde. L'heure de la dernière inspection de la piste permet de restreindre les recherches à 2 types d'appareils seulement. Parfait. Donc cette pièce vient soit d'un 747, soit d'un DC-10. Il faut savoir. Les enquêteurs examinent minutieusement les schémas des 2 appareils. Rien du tout. Jusqu'à enfin trouver une piste. C'est quoi ça? La lamelle métallique semble provenir d'un moteur de DC-10. Il s'agirait d'une pièce appelée bande d'usure, dont le rôle est de protéger les pièces mobiles à l'intérieur du réacteur. Néanmoins, elle n'est pas essentielle du point de vue de la sécurité. Bien sûr, nous étions tous très impatients de savoir si ce débris provenait réellement d'un moteur de DC-10. Les enquêteurs vont devoir répondre à cette question le plus vite possible, car le monde entier veut savoir pourquoi le joyau de l'aviation civile s'est écrasé en flammes. C'est alors que survient un coup de pouce du destin. À l'aéroport Charles de Gaulle, un enquêteur remarque une anomalie sur le moteur d'un DC-10, faisant régulièrement la liaison entre Paris et les États-Unis. Néanmoins, c'est une vision fugitive, quelques instants avant le décollage. Il a pu entrevoir quelque chose. C'était rapide mais suffisant pour dire « Je pense qu'il y a une anomalie et peut-être que la lamelle métallique venait de cet avion ». Les dossiers de vol révèlent que ce même DC-10 a décollé sur la piste 26 droite quelques minutes seulement avant le Concorde. Le débris fatidique provenait-il de cet appareil? Ce n'est pas tout à fait ça, mais on n'a pas mieux. Nous n'avions pas la lamelle métallique, qui était toujours en possession des gendarmes. Alain Bouillard confie une copie à Bob McIntosh, dans l'espoir que celui-ci puisse déterminer si le DC-10 suspect est bien l'appareil recherché. Nous étions tous scotchés au téléphone pour essayer de retrouver cet avion. Parce qu'entre-temps, le DC-10 avait quitté Charles de Gaulle pour aller faire des vols intérieurs en Amérique du Nord. Bob McIntosh retrouve rapidement le DC-10 qui est à Houston. Pour examiner le moteur, il va devoir se rendre sur place. J'en faisais vraiment une affaire personnelle. Je voulais retrouver cet appareil et identifier précisément la provenance de cette lamelle métallique. Si Bob McIntosh ne parvient pas à identifier le débris, la cause exacte de la catastrophe risque de rester une énigme. À Paris, Alain Bouillard peut enfin présenter une théorie pour expliquer l'un des accidents les plus choquants dans l'histoire de l'aviation. C'est bien. On va voir si ça peut entailler un pneu.
Incroyablement, tout aurait commencé avec une mince lamelle métallique. Cette pièce serait tombée d'un DC-10 sur la piste 26 droite. V1. Et elle aurait fait éclater un pneu du Concorde. Attention! Stop! Puis un morceau de pneu aurait perforé un réservoir. Il est temps de mettre cette théorie à l'épreuve. Donc la première chose qu'il a fallu faire, c'est essayer de reproduire la rupture du pneumatique pour essayer d'expliquer la taille des morceaux observés. Et donc voir s'il était possible que cette lamelle métallique ait pu provoquer les dommages observés sur les débris. Les enquêteurs utilisent une copie exacte de la lamelle métallique retrouvée sur la piste, qui est placée sous un pneu de Concorde neuf. Une remorque à 2 roues chargée de lourdes boîtes va simuler l'énorme poids de l'appareil, soit une charge d'environ 25 tonnes par pneu. Les enquêteurs ont besoin de savoir si une mince lamelle métallique peut suffire à faire éclater les pneus haute résistance du Concorde. Le résultat est spectaculaire et ne laisse aucune place au doute. Incroyable. La preuve est faite. C'était fantastique. C'était parfait. Les pneus et les réservoirs étaient mis à rude épreuve. Alain Bouillard est convaincu d'avoir résolu l'énigme. Dans l'espoir de confirmer sa théorie, les enquêteurs étudient les fragments du réservoir. Mais il y a un problème. Si un débris de pneu avait percé le réservoir, l'impact aurait dû se produire de l'extérieur vers l'intérieur. Or, le fragment retrouvé sur la piste a subi une poussée en sens inverse. La théorie d'Alain Bouillard est mise à mal par cette découverte. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si ce n'est pas un morceau de pneu qui a percé le réservoir. Alors quoi? L'enquête semble dans l'impasse. Nous avions ces éléments et nous n'arrivions pas à faire la liaison entre ces morceaux de pneumatique, la lamelle et le morceau de réservoir. Tout ça était encore des éléments isolés et nous n'avions pas le lien qui pouvait les réunir. Il y a quelque chose qui nous échappe. Je n'ai jamais vu ça. Le phénomène qui a provoqué la rupture du réservoir était vraiment exceptionnel. L'énigme s'épaissit. Comment expliquer que l'un des réservoirs du Concorde ait été perforé de l'intérieur? Si les enquêteurs ne trouvent pas la réponse, la mort de 113 personnes restera un mystère. L'examen des fragments de réservoirs retrouvés sur la piste a mené l'enquête dans l'impasse, et Alain Bouillard est au pied du mur. Ça fait beaucoup de carburant. Le jour du crash, les 12 réservoirs répartis dans l'énorme aile delta étaient tous entièrement remplis. Ça veut dire que pour des tronçons comme un Paris-New York, on est obligé de remplir les réservoirs du Concorde au maximum de leur capacité. Si jamais on ne le faisait pas, on ne serait pas en mesure d'arriver avec les réserves nécessaires de l'autre côté de l'Atlantique. Dans un réservoir, il n'y a que du carburant. C'est peut-être le carburant lui-même qui a percé le réservoir. La grande quantité de carburant embarqué mène à une théorie surprenante. Lorsqu'un projectile percute à grande vitesse un récipient plein de liquide, l'onde de choc qui se propage peut être assez puissante pour perforer une paroi à un endroit différent de l'impact initial. L'onde liquide va se déplacer et donc va pousser de manière égale sur toutes les parties du réservoir. Et c'est la partie la plus faible du réservoir qui sera amenée à rompre. Le réservoir doit être complètement plein. Alain Bouillard fait procéder à une simulation informatique. Le morceau de pneu fait 4,5 kg. Le phénomène auquel nous pensions ne pouvait se réaliser qu'avec un réservoir plein. Ok. On va voir ce qui se passe. L'enquêteur sait que sa théorie risque d'être accueillie avec suspicion. Il n'y a aucun antécédent pour un tel accident à bord d'un avion.
Feu. Le modèle informatique permet de simuler l'impact du morceau de pneu. Pour Alain Bouillard, c'est le moment de vérité. On réessaye. Mais cette fois, on vise plus à gauche. Il y a peut-être un point faible. Des ajustements minimes peuvent changer le résultat. Feu! Mais la preuve est faite. C'est bon. Bravo. L'impact d'un morceau de pneu peut entraîner une perforation de l'intérieur du réservoir. Nous avions la conviction que c'était ce phénomène qui s'était produit. C'était une révélation pour nous tous et une explication très plausible pour cette importante fuite de carburant. La provenance de la lamelle métallique est plus importante que jamais. À Houston, Bob McIntosh se prépare à inspecter le DC-10 qui a décollé 5 minutes avant le Concorde. C'est le responsable de la sécurité de Continental Airlines qui nous a accueillis. Nous étions tous conscients de la gravité de la situation et du fait que nos actes allaient sûrement avoir de vraies conséquences. L'enquêteur remarque immédiatement une anomalie sur l'un des moteurs où une bande d'usure paraît manquante. Tu peux me faire un zoom? Nous avons demandé à un mécanicien d'ouvrir le capot pour accéder à l'endroit où il manquait une bande. L'emplacement de la pièce manquante porte des traces d'un adhésif rougeâtre qui ressemble à celui retrouvé sur la lamelle métallique en France. Visiblement, la pièce ne convenait pas et quelqu'un avait essayé de la fixer un peu mieux en utilisant cette espèce de mastic ou de colle. On verra ce que dit le labo. Le support de capot semble également comporter des trous de rivets supplémentaires. Bob McIntosh vérifie soigneusement si leur espacement correspond aux trous percés dans la lamelle métallique. Bingo! Les trous s'alignent parfaitement. Nous avions trouvé le coupable. Pour nous, il ne faisait aucun doute que la lamelle métallique venait de cet appareil. Donc il y avait beaucoup d'émotions mêlées à ce moment-là. Bob McIntosh a besoin de savoir comment un appareil d'une grande compagnie américaine a pu ainsi perdre une pièce et provoquer une telle catastrophe. En examinant le dossier de maintenance du DC-10, il découvre que la bande d'usure a été remplacée quelques semaines seulement avant l'accident. Les trous, usinés dans la pièce de remplacement, ne s'alignant pas avec ceux du capot, le mécanicien en a percé de nouveau. Puis il a ajouté un adhésif pour mieux maintenir la bande. Les tests en laboratoire révèlent que l'adhésif utilisé sur le DC-10 est identique à celui retrouvé sur la lamelle métallique à Charles de Gaulle. Il n'y a pas eu de manquement délibéré au règlement. On peut simplement dire que le travail n'a pas été fait avec le professionnalisme que l'on peut attendre, en particulier pour une compagnie aérienne de premier plan. La pièce de remplacement n'est restée en place que 16 jours avant de tomber sur la piste de décollage, 5 minutes avant le passage du Concorde. Pour Alain Bouillard, une dernière question reste à résoudre. Pas le temps! Pourquoi les pilotes n'ont-ils pas annulé le décollage afin d'éviter la catastrophe? Non! Tout de suite, la suite. Votre soirée sur National Geographic Channel et Nat Geo Wild. À 20h40 sur National Geographic Channel, une nouvelle saison de fou rire. Science of Stupid est de retour avec les plus belles gamelles du net et ça va faire mal.
Et à 20h35 sur Nat Geo Wild, elle est fidèle au poste. Le docteur Michel Oakley soigne vaches, moutons, ânes ou caribous dans Michel ou la vie sauvage. Bonne soirée sur National Geographic Channel et Nat Geo Wild. I still believe in a place called hope. National Geographic Channel, c'est un regard différent sur le monde. Une porte ouverte sur la connaissance. Fait de société, ingénierie moderne, exploration scientifique. Notre voyage ne fait que commencer. Partez à la conquête du savoir, avec des documentaires de prestige, tous les dimanches à partir de 20h40 sur National Geographic Channel. Découvrez l'archipel des îles Vierges britanniques en catamaran qu'Atlante et réservez votre croisière dès maintenant sur qu'atlante.com. 5 years ago, these fields were a barren wasteland. But all of this has changed now, because bees are back. These little marvels of advanced robotics are second-generation new bees. Far superior to their nature counterparts, they have been successfully implemented all over the world. Unlike standard bees, new bees are fully equipped to fight their natural enemies. Nothing can harm them. New bees blend in perfectly with nature and are programmed not to harm us. New bees. The future is already here. Pour être un parfait prédateur, il n'y a que 3 règles à suivre. Règle numéro 1, avoir toujours faim. Règle numéro 2, être toujours en colère. Règle numéro 3, ne jamais oublier les 2 premières. Un monde mortel, tous les mardis à partir de 17h20 et 20h35 sur Nat Geo Wild. Votre don sauve des vies. Agissez maintenant sur msf.fr. Les techniciens ont réussi à extraire les données de la boîte noire calcinée. Tout le monde est prêt? Oui. Les moteurs fonctionnent, la vitesse augmente. Combinées à l'enregistrement des conversations, les données de vol permettent de reconstituer une situation basculant soudainement de l'urgence au drame. Quatre vertes. Le Concorde accélère sur une piste de 4 km de long. G1. Et atteint la vitesse de 333 km/h. Attention! Au moment où le carburant prend feu, l'énorme appareil a besoin de plus de 1500 mètres pour s'arrêter. Or, le bout de la piste n'est plus qu'à 900 mètres environ. Les pilotes n'ont pas le choix. Un arrêt de décollage initié à la vitesse de plus de 180 nœuds aurait conduit à la perte totale également de l'avion. 2 des 4 moteurs sont en flammes. Il a perdu les moteurs 1 et 2 presque au même moment. L'équipage s'est alors trouvé confronté à un avion qui avait perdu la moitié de sa poussée. Avec 2 moteurs seulement, l'appareil ne peut pas grimper. Le badin. Le badin, le badin.
Il est totalement pris au dépourvu. Et tout se passe en 3 secondes environ, ce qui est un laps de temps très court. Nous savons tous l'importance de ce paramètre vitesse sur les avions avec des ailes delta. Et donc l'avion s'est trouvé dans une position très difficile. Le train! Les pilotes tentent de rentrer le train d'atterrissage pour diminuer la traînée. Le train, Jean! J'essaye. Mais le mécanisme du train a été endommagé. La rupture du pneumatique a produit différents dommages des portes, des trappes de train. Ces portes n'ont pas été vues dans des positions correctes, de pouvoir être manœuvrées, tout simplement, et de pouvoir être rétractées. L'enregistrement montre toute la détermination et le professionnalisme des pilotes. Le Bourget! Le Bourget! Mais les flammes qui ravageaient l'aile ne leur ont laissé aucune chance. À partir d'un moment donné, ils savent qu'ils vont mourir, mais ils ne paniquent pas. Jusqu'au bout, ils tentent de trouver une solution. Selon les estimations des enquêteurs, l'incendie aurait atteint une température de plus de 2000 degrés, ce qui est assez chaud pour faire fondre du métal. Pas le temps! Non! Non! Il n'y avait rien qu'il puisse faire. Nous sommes convaincus qu'à partir du moment où l'avion avait roulé sur la lamelle, la catastrophe était inévitable. Suite aux recommandations du rapport d'accident, plusieurs mesures sont prises pour améliorer la sécurité. Les pneus du Concorde sont renforcés afin de mieux résister à la vitesse et au poids de l'appareil. Pour éviter les fuites, des plaques de Kevlar sont ajoutées au réservoir de carburant. Par ailleurs, les autorités aéroportuaires améliorent la surveillance des pistes et la collecte des débris. Le plus étonnant, c'est qu'on a un bout de métal de 200 grammes sur la piste. Et finalement, ce petit débris provoque une des plus grandes catastrophes de l'histoire de l'aviation. 1 an après le crash, une cérémonie officielle honore la mémoire des victimes en présence du président Chirac. J'étais présent et d'une certaine manière, cette catastrophe fait partie de ma vie. C'est l'expérience qui m'a le plus marqué. J'aurais tout donné pour ne pas avoir été là, mais c'est tombé sur moi. « 15 mois après l'accident, le Concorde peut enfin reprendre ses vols. Alain Bouillard, qui a contribué à sauver l'appareil, en profite pour voyager à bord peu de temps après. J'ai eu cette chance de voler comme passager sur Concorde. Moi, je n'ai retenu que cette couleur du ciel au niveau 600, cette sensation d'accélération, cette sensation de vitesse. C'est des sensations très particulières, uniques, que je n'ai pas encore retrouvées et que je ne retrouverai peut-être jamais. Néanmoins, le retour du Concorde, le seul supersonique civil au monde, est de courte durée. 2 ans plus tard, Air France et British Airways retirent définitivement l'appareil du service en raison de l'augmentation du prix du carburant et de la baisse de rentabilité. Le 26 novembre 2003, le Concorde fait son dernier vol. Pour la première fois dans l'histoire de l'aéronautique, c'était un pas en arrière. Le transport supersonique existait, mais c'est fini. C'était triste de voir cet appareil retiré du service. D'un autre côté, il faut garder à l'esprit que cette technologie datait de 1965. Donc le temps était probablement venu de retirer l'appareil et de passer à des choses plus modernes. You have 811 Heavy. Do you have the airport in sight? It's over here to the right, Captain. Okay. Okay, we have the airport. United 811 Heavy. 811 is cleared to land
8 left. Equipment standing by. Wind 05012. Clear to land. 8 left, United 811 Heavy. As the unstable 747 lined up for landing, the pilots knew they would only have one chance. But even if they got it on the runway, the nagging question remained. Would the stress of impact cause the damaged and overweight aircraft to disintegrate? Severely damaged, with an unstable airframe and losing altitude on just 2 engines, Flight 811 now began its final approach to Honolulu Airport. 2-engine approach. 2-engine approach. We still had no idea how far off the ground we were, if we were going to make it to Honolulu or not. But that seemed like an appropriate time. If we were somewhere around land, that we're probably going to try and land somewhere to get the passengers in their brace positions. So that's when we started yelling for them to get down in the brace positions. Every molecule in my body combined to express, get this damn airplane on the ground. Well, how are we doing on the hydraulics? Hydraulics are good. You got brakes? Normal hydraulics. So we got brakes, but you're only going to have reversing on 1 and 2. Though I thought maybe there was a chance that we were going to actually be able to attempt to land, the thought came to my mind, what happens now? Do we, on impact, do we explode? Do we fall out this huge hole? Despite dumping fuel, the aircraft was still critically overweight, but without full flaps to keep it in the air. It had to approach fast. 1,000 down. The danger was that the undercarriage could shear off and the plane break up. Top and a half high. 190. 185. A little slow, Dave. It's below what we want. Coming up on the glide slope. Okay. Now let's try the gear. No one knew if the explosion had damaged the landing gear. I remember Laura saying to me that she didn't hear the landing gear go down. And it was loud, it was still loud, and I didn't hear the landing gear go down. So that's another thought. Maybe they can't get the landing gear down. Maybe it's not down. We've got the gear down, we're clear to land, and everything's taken care of as far as we know. $200. 195. Half a dot high. Looking good. 192. 195. Coming off on the power. 100 feet. $50 feet. Center the trim. 30. 10. 0. We're on. Gear's holding. We landed. It felt fast. And that was my next concern, is that we weren't going to stop at the end of the runway, that we were just going to keep going. And all of a sudden, we were slowing down, and I said, "Oh my God, we've landed. We're on ground." And the people started applauding.
probably the best landing I've ever made. When we finally stopped on the runway, we deployed all 10 chutes, and the flight attendants evacuated all the passengers. It's amazing how fast everyone went. My understanding is like less than 45 seconds, 330 people were off the airplane. We were probably 20 feet off the ground, and I would have stepped out of the airplane without a slide. I wanted to get off so bad. When we got all our switches off, I ran through the airplane, made sure there was no one else on the airplane, came up to the door one left, and went down the slide, and I came around the front, and I saw that humongous hole in the side, and I just couldn't believe it. By the grace of God, we made it, and it was an awesome experience. I would never want to go through that again. It was crazy, it was wild, it was scary, all at the same time. I just thought that that was the end, that we were going to die. I mean, that was my first thought, that this is the end. But for the families of the 9 people who were killed, the ordeal was just beginning. Kevin and Susan Campbell's son, Lee, had been flying home. About 3 o'clock in the afternoon, I think they said that there was no New Zealanders involved, but we just knew that it was Lee. And then about, I suppose, a quarter of an hour later, we got a phone call from Chicago, and they just said that they regret to inform us that our son was missing, presumed dead. And I guess about another hour after that, a policeman arrived at the door, and he took one look at us and he says, "I can see that you've had the news." So it was just an awful, awful day. And it certainly didn't get much better for a long, long time. Although Lee's body had not been recovered, the Campbells flew straight to the wrecked aircraft in Honolulu. Your initial feeling is that you want to be as close to the spot where your relative died, and that was the aircraft. So we had to immediately go in and see the aircraft. The damage inside was horrific, just a total mess. And the hole in the side of the aircraft was much bigger than I had thought it would be, even though we had seen television newsreel reports. And it was so sad to get in and actually see where Lee's seat had been. The legs of the seat were still there. There was a good bit of fuselage beside him, and still a window. But the Campbells' desire to find the cause of Lee's death inevitably brought them face to face with the dreadful details. They took us to the medical examiner's office as well, because they had found body parts and that sort of thing. So they didn't actually show us the body parts, but they showed us bits and pieces that they had recovered from the engines, and we got the medical examiner's report on what they had recovered. So, you know, we really would have preferred that it was Lee that went through the engine, because it would have been an immediate death, whereas it was a 4-minute fall down to the ocean, and we know that the people could have been alive as they were falling. And when you think about that, that's just horrific. As it became clear that their son's body would never be found, the Campbells' need to find the cause of the accident that killed him grew stronger. Lee can't have died for nothing. You know, you've got to find out why he died, and you've just got to make sure that it never happens again. The Campbells embarked on a relentless personal investigation that would last nearly 2 years. But the loss of their son meant they would stop at nothing to uncover the truth.
the engines number 3 and 4. 2 months after the accident on Flight 811, when the National Transportation Safety Board held preliminary hearings, the Campbells made sure they were there. But they soon grew frustrated. The NTSB would not complete its report for months, so the Campbells took matters into their own hands. This accident was the sudden opening. We certainly weren't going to leave it to the NTSB to come up with the findings. We were going to follow through. And when the hearings ended, they had said that we could take whatever we wanted off the press table. And Susan walked up to the top table and yelled out, "There's a really good setup here." So grabbed a box and loaded in all of the documents that we could find up there. Kevin's the most honest of people I know, but here he was taking something that we hadn't specifically been told we could take. And we're heading out the door just as the NTSB were arriving back in with the trolley to pick up all their documents. So we were out the door and into a taxi and gone. So we quickly realised we'd got a really good set of papers with a lot of things that hadn't been released to the public. We were able to really start our investigation in earnest at that stage. The unpublished documents revealed a disturbing catalogue of problems with the forward cargo door, going right back to its original design. Instead of a plug door that gets jammed into its frame as the aircraft pressurizes, Boeing opted for an outward opening door. This allowed for more cargo space, but was not fail-safe like the plug design. So Boeing built what they believed was a foolproof locking mechanism. What they do is they build in multiple redundancies to make sure the door is properly latched and does not open. And you build it in to a point of that it's extremely improbable that the door would ever open. So what went wrong on Flight 811? The Campbells soon discovered the problem lay in the design of the locking mechanism. To lock the cargo door on the 747, electric motors rotate C-shaped latches around pins in the door frame. A handle then moves L-shaped arms, known as locking sectors, over the top of the C latches to prevent them from opening. But as early as 1975, problems were found with the locking sectors. Kevin Campbell, an experienced engineer, built a model to show the weakness in the Boeing design. Initially, the locking sectors were made in aluminium, and in 1975, Boeing realized that they weren't strong enough, and they actually doubled up the aluminium to make it double thickness. But it still wasn't strong enough, and a lot of the airlines didn't even put the doublers on anyway. The weakness of the aluminum drastically increased the risk of the door accidentally opening. With the aluminium locking sectors, if the C-locks tried to backwind, open electrically, it would just push the locking sector out of the way. It just simply wasn't up to the job that it was designed for. For 20 years before the catastrophe on Flight 811, 747s had been flying with this crucial weakness. The Campbells wondered what else remained to be revealed. They redoubled their efforts to uncover the full truth behind the accident that had killed their son. We bought a car and set off in the United States to see as many people who were involved with the accident as possible. We started at Seattle, crossed to Chicago, through to Washington, D.C., down to Kentucky, on to Miami, and back across to San Diego, back up to Seattle. And that was just one trip. The Campbells soon found that a shockingly similar incident to Flight 811 had given clear warnings of the danger in the cargo door. In 1987, 2 years before Flight 811, a Pan Am 747 had been climbing out of Heathrow when it failed to pressurize at 20,000 feet. The pilots had to turn back. When they got back to Heathrow, they found that the door was hanging open 1.5 inches at the bottom, and all of the locks were open.
When it got to the maintenance base, they found that all of the locking sectors were either bent or broken. Why had the sea latches turned and bent back the locking sectors? Boeing claimed that ground crew must have mishandled the mechanism. But the Campbells' investigation uncovered another vital clue to why the sea latches had turned. A report highlighted problems with the door's electrical system. It had a fault in the S2 master latch lock switch that should have turned off the power to the door when the outer handle was closed. This was an alarming finding. When the outer handle was closed, the S2 master lock switch was meant to disconnect the power supply and stop the sea latch motors from turning. So could this have failed, allowing the motors to open the door? To find out, Boeing asked the airlines to do a simple test: close the outer handle, then press the switch to open the door and see what happens. When they hit the switch, it actually worked. Boeing thought, this is not going to work, but it actually worked. There was power to the door locks with the outer handle closed, and the lock started to move, and it started to force the locking sectors out of the way. And a few days later, the airline started ringing in and saying it was damaging their planes. So Boeing stopped the test. But it meant that on those aircraft, the S2 switch had failed, which is a silent failure. And all of those aircraft were likely to have the same problem as 811. They were just waiting for a short circuit to open the doors. The Campbells now became convinced that the accident on Flight 811 began with the failure of the S2 switch. Power remained onto the sea latch motors. All it took was a short circuit in the 20-year-old wiring, which had been found to be frayed on other aircraft, to start the motors up. The aluminum locking sectors were too weak to stop the latches turning, and the cargo door burst open. The National Transportation Safety Board determines that After a year of investigation, the NTSB had a different version of the events. The Campbells were in for a shock. After waiting a year for the official report, Kevin and Susan Campbell expected it to match their theory of what led to the accident on Flight 811. I assumed that we would have a report come out that this was an electrical malfunction, and was staggered when they came out and said that the door had been mishandled. For the Campbells, the NTSB's flawed explanation and failure to mention the electrical problems just wasn't good enough. They went back to investigating the accident on Flight 811 and soon found disturbing evidence of how it could and should have been prevented. After the Pan Am incident in 1987, it turned out that Boeing had issued a directive to the airlines on how to correct the weak aluminum locking sectors. The airworthiness directive that came out was to replace the aluminum sectors with steel sectors that could not be bent. And there were some some interim requirements for inspections to be performed until what they call terminating action, the steel sectors were installed. The fix was cheap and simple, but getting it done was not. The actual cost of the modification, changing these locking sectors to steel, was $2,000 US per aircraft. But it took 10 hours to do it, and that's where the money was. Taking the aircraft out of service for 10 hours, that's millions of dollars. The Campbells discovered that back in 1988, the FAA, whose role it is to enforce improvements, had given the airlines 18 months to comply. Within a year, Lee Campbell and 8 others would die in an avoidable accident. So why weren't the airlines forced to fix the problem sooner? If these airplanes, these large commercial airplanes, are grounded, it's an economic disaster. So what they do is they lobby in the regulatory agency in the United States, it's the FAA, to allow them to do the fixes over time.
when the airplanes are in for normal maintenance. And that way, they're not taken out of service. But when they do that, when they allow the airlines, the air carriers, and the manufacturers to fix these over time, in essence what the FAA is doing is they're gambling with the lives of the passengers and the crew that are flying the airplanes during the time they're not fixed. After the deaths on Flight 811, the FAA instantly shortened the deadline for fixing the cargo door from 18 months to just 30 days. The pressure of the Campbell's campaign eventually began to pay off. The vital piece of evidence that could prove them right, the cargo door, still lay 2 miles down in the Pacific Ocean. But as articles appeared in the American press, the NTSB commissioned the U.S. Navy to search for it. 100 miles south of Honolulu, a deep submersible began to trawl the seabed. We went to Honolulu and waited there while they had their attempts, and they finally recovered the door from 14,000 feet of water, which was the deepest recovery ever at that time. And we were phoned within an hour of it coming out of the water. But before the Campbells could see it, the door was swiftly removed to Boeing's plant in Seattle. The Campbells went in hot pursuit. We went over to Boeing and they wouldn't show it to us. So they reckoned that the crucial pieces had gone to the NTSB. So again, we got in the car and drove across to Washington, D.C. We arrived at Ron Schleid's office, and Ron looks at his watch and he says, "I can give you 5 minutes." So about 3 hours later, we had the pieces that they recovered in our hand, and they acknowledged that we're definitely correct. It was an electrical malfunction. Finally, the NTSB publicly issued a revised report that concurred with the Campbells' version. There was an inadvertent failure of either the switch or the wiring that caused an uncommanded opening of the door. It's nice that other people know that you're right and had been all along, and that the support that they had given you was vindicated. The Campbells spent thousands of dollars of their own money on their campaign. They were never interested in a financial settlement for Lee's death, but they did persuade United and Boeing to set up a university scholarship in his name. I couldn't have lived with myself if we had done no investigating ourselves. It was just something we both felt we needed to do. We didn't even discuss it. We just knew that's what we would do. Yeah. But despite long and public campaigns like that of the Campbells, critics fear that the airline industry has not learned the lessons from Flight 811. The regulatory agencies, they have a dual charge. One is to encourage aviation, and another is aviation safety. And when they get in a position where you have economics up against air safety, they tend to err on the side of economics rather than safety. Serious accidents caused by known defects have continued to occur. In the 1990s, known problems in aircraft de-icing systems led to crashes. At least 3 planes have had fatal fires due to known dangers from flammable insulation material. In 1998, a fully laden 747 blew itself up over the Atlantic when known faults in the old wiring ignited known hazards in the fuel tanks. Inevitably, experts are skeptical about the industry's record of balancing profit against prevention. And what the industry says, to go in and replace this wiring would ground all these airplanes, be astronomically expensive. One airplane every 10 years, one airplane every 5 years, 200-300 people, cost of doing business. Cost of doing business. And that's a great economic analysis, and unless your mother or your child is on board one of these airplanes that happens to pay the price for their economic satisfaction. For some of the survivors of Flight 811, the cost has been heavy. Each crew member handled it differently. I know there are still 2
crew members that have never set foot on an aircraft again. It was very difficult for me. I was diagnosed with severe post-traumatic stress disorder. You can't reason, you can't think. Making the slightest decision is very difficult. You're just at a total loss. So it was very difficult to cope with.